Votre association J'aimais son papa a souhaité être entendue par notre commission, ce qui nous apparaissait comme légitime, notamment pour aborder le sujet du point 12 de la commission d'enquête. Au sein de JSP, nous avons environ un quart de nos adhérents qui ont fait l'objet, dans leur parcours, d'accusations d'attouchement ou d'inceste. Un quart. Ce n'est pas la majorité de nos adhérents. Vous l'avez compris. Mais cela est tout de même conséquent. Ça représente quasiment 150 parents par an. Et aucun, entendez-moi, aucun condamné à notre connaissance. Alors oui, il faut faire preuve d'humilité. Nous sommes une association avec les moyens que nous avons. Toutefois, l'imprécision de la notion de documentation chiffrée sur la thématique de la commission n'a échappé à personne. Nous prenions connaissance ces jours-ci, Madame la Présidente, de vos propos retranscrits par l'AFP. Il y a une vraie urgence à s'attaquer au traitement judiciaire de l'inceste. Personne n'est capable de nous donner des statistiques fiables et identiques. Nous rejoignons vos propos. Cette imprécision que vous évoquez ne doit occulter aucun des effets de ce traitement judiciaire. Aucun. Alors ce jour, nous allons faire et réitérer des propositions techniques, dont nombreuses convergent avec plusieurs personnalités et institutions auditionnées par votre commission. En premier lieu, nous voudrions évoquer ce sur quoi nous convergeons avec un certain nombre de vos auditions, et aussi ce qu'elles n'ont pas dit. Permettez-moi tout d'abord une remarque sur le périmètre même de votre commission. Son intitulé officiel vise les parents protecteurs, notamment les mères protectrices. Ce notamment nous paraît essentiel. Il implique aussi les pères, les grands-pères, les grands-parents et d'autres figures parentales. Nous ne soulevons absolument pas ce point pour contester vos travaux, mais parce que JSP documente précisément cet angle mort, celui des parents protecteurs qui ne sont pas des mères. Nous voudrions tout d'abord souligner un certain nombre de points fondamentaux dans nos approches qui sont en convergence avec plusieurs constats issus de vos auditions. Protéger les enfants victimes et protéger les personnes injustement accusées relève de notre même exigence de justice à tous. La proportion d'allégations en contexte de séparation qui ne sont finalement pas établies est loin d'être négligeable. Les taux de fausses allégations varient fortement selon le contexte, faibles lorsque la révélation est spontanée, beaucoup plus élevés dans les séparations hautement conflictuelles. Cela a été rappelé également devant vous par le professeur Bensoussan le 6 mai. Or, monsieur le rapporteur, chaque procédure instrumentalisée mobilise des ressources qui manquent ensuite à de véritables victimes. Le professeur Maurice Berger a indiqué devant vous une quotité de 35% le 2 avril. Le secrétaire général de la Ciivise a spontanément spécifié la possibilité d'allégations utilisées pour évincer un parent. L'existence d'allégations non fondées était également évoquée par M. Camboulive pour Alternative Police CFDT le 28 avril. Comment comprendre les ruptures de lien que nous documentons ? Nous proposons d'examiner plus largement les phénomènes de manipulation, d'emprise ou d'instrumentalisation de l'enfant réellement observables. La possibilité très résiduelle d'une manipulation de la parole de l'enfant était un propos cité et reconnu par Mme Gaëlle Collin, qui s'exprimait au nom de l'École nationale de la magistrature le 30 avril. Sur 250 dossiers instruits, seules 2 situations relevaient véritablement d'une aliénation parentale caractérisée, indiqué de son côté le magistrat instructeur Raffray le 9 avril. Autre citation avec laquelle on converge, « Moi, je ne connais pas le SAP. Ce que je connais en revanche, c'est l'instrumentalisation qui peut être faite d'un enfant par des parents qui se déchirent. » Citation
du 29 avril de M. Frédéric Chevalier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Vous avez là tout l'essence de notre proposition d'un référentiel scientifique national distinguant les différentes formes de rupture de lien. Alors nous voudrions juste vous donner quelques exemples qui illustrent nos propos. Quelques exemples que je vais passer très rapidement hein, pour laisser le temps nécessaire. Alors, un premier exemple. Je vous parle d'un dossier d'un adhérent. Donc, le couple est établi depuis plusieurs années. La maman part passer quelques jours chez ses parents officiellement, qui sont à quelques centaines de kilomètres. Et puis, elle ne revient pas. Elle ne revient pas. Elle ne permet pas à l'enfant de voir son père sans aucun motif dans un premier temps. Et au bout de quelques mois, apparaît une accusation d'attouchement, d'inceste. Donc, l'enfant a été privé de son père déjà préalablement. Une plainte est déposée. Le juge aux affaires familiales est sollicité. Alors je passe les délais qui sont liés à la compétence qui peut quelquefois poser problème dans ces cas-là. Enfin, ça, c'est un autre débat. La compétence territoriale, je veux dire. Donc, le juge aux affaires familiales, en pareil cas, eh bien, il s'alerte sur cette accusation. Et donc, il demande une enquête à un expert. Dans le même temps, bien sûr, la plainte suit son cours. Dans le même temps aussi, je dirais avec la sagesse du magistrat, il demande aussi des visites en point-rencontre. Ces visites en point-rencontre, elles ne sont pas exécutées. Donc, continuité d'une situation de fait. L'enquête, elle est effectuée auprès du père, mais la mère refuse de s'y soumettre. Les mois passent, l'enfant ne voit plus son père. La plainte finit par être classée sans suite. Le rapport d'enquête montre la situation et finalement, la plainte étant classée, le magistrat ayant reçu le rapport d'enquête, une nouvelle audience qui était bien sûr naturellement prévue, prend la décision de permettre à l'enfant de reprendre contact avec son père, et non seulement de reprendre contact, mais de retourner au domicile dans sa maison dans laquelle elle a grandi. Ça fait 2 ans. 2 ans sans avoir vu son père. Alors on a effectivement d'autres exemples, et un exemple typique, c'est une demande de garde alternée comme élément déclencheur. Vous avez une demande de garde alternée et puis vous avez une accusation de violence qui intervient entre la demande et l'audience. Et l'accusation de violence, dans l'exemple dont je vous parle, elle est suivie ensuite d'une accusation d'inceste. Il y a rétractation des enfants. Les enfants indiquent bien que ce n'est pas le cas. Il y a 2 experts judiciaires qui convergent. Et malgré tout, la mère poursuit dans ses démarches.
Merci, Monsieur Gaudin. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Nul ne nie, y compris ici, qu'il y a de fausses allégations. Personne ne l'a jamais nié au sein de cette commission, ni dans les personnes qui ont été entendues, ni de la part de Monsieur le rapporteur, de moi-même ou des autres collègues membres de la commission. Personne ne le nie. En revanche, vous nous avez bien indiqué tout à l'heure que c'est une fraction minoritaire de fausses allégations qui sont repérées, une très faible minorité de mères qui mentent et qui est constatée. Donc on est tous d'accord par rapport à ce point-là, bien évidemment. Oui, je voulais juste, si vous me le permettez, comme monsieur le rapporteur a fait le parallèle tout à l'heure entre l'impératif de protection de l'enfant victime et ce maintien du lien, est-ce que finalement, enfin voilà, il faut dire ce qui est l'importance telle de protection de l'enfant, est-ce qu'on s'accorde finalement pour sacrifier en fait, même temporairement, le maintien du lien entre l'enfant et son autre parent. Donc je voulais juste revenir là-dessus, notamment sur les non-représentations d'enfants. Puisque effectivement, on est tous d'accord que quand les faits, quand on est sur de tels faits, il faut effectivement trouver des solutions pour protéger l'enfant. C'est pas la question, mais c'est vrai qu'on a entendu dans le cadre de votre commission quelqu'un, qui a été auditionné, qui était scandalisé que certains avocats préconisent de déposer plainte pour des non-représentations d'enfants. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que même si on est, alors oui, il y a des chiffres, on est sur peut-être des minorités, mais il faut quand même comprendre que quand un parent conteste et qu'il n'a réellement rien fait, c'est impossible pour lui de se dire j'accepte la non-représentation d'enfant, j'accepte de ne pas voir mon enfant. Et là, je vais revenir sur la question des délais, parce que si on était sur des délais judiciaires qui étaient très rapides, je pense que n'importe quel parent pourrait se dire l'enquête va durer 1 mois ou 2, ok, très bien, préservons. Mais quand on entendait notre ministre, M. Gérald Darmanin, disant que finalement tous les pères pourraient bien comprendre d'être séparés de leur enfant au motif d'une enquête qui serait nécessaire suite à une plainte qui serait déposée, il me semble que quand ce parent, alors je vais employer le mot parent, et puis je ne vais pas faire comme lui en mentionnant le terme de père, mais quand ce parent n'a rien fait, en fait, c'est impossible pour lui d'accepter cette rupture. Donc effectivement, ils n'ont pas besoin d'avocat pour aller déposer plainte pour non-représentation d'enfants. Mais la question, et c'est pour ça que je l'indiquais également, c'est sur le traitement, la durée du traitement judiciaire. Alors effectivement, il a été indiqué aussi, puisque monsieur le ministre avait indiqué qu'à toute plainte, il faudrait protéger l'enfant, protéger le parent protecteur, puisqu'il a utilisé le terme de mère protectrice, mais je veux dire protéger le parent protecteur et faire l'enquête. Mais faire l'enquête dans un délai rapide. Je crois qu'il avait parlé de 4 à 5 semaines. Donc, sur ce délai, en fait, il n'y aurait pas de difficulté. Effectivement, si on suspend la relation, on suspend les droits de visite et d'hébergement. En plus, ça aurait un impact aussi sur beaucoup d'autres délais, puisque notamment sur les plaintes pour non-représentation d'enfants, quand vous avez des allégations qui sont faites et des plaintes qui sont déposées avec des parents qui parfois ne sont pas auditionnés avant 24 mois. Effectivement, les plaintes pour non-représentation d'enfants, vous pouvez en avoir 2 par mois. Sur 24 mois, on a 48. Si on avait un délai court de traitement à 4 ou 5 semaines, il y aurait peut-être une plainte pour non-représentation. Et ça, on est parfaitement d'accord. Il y a un délai de traitement judiciaire qui est trop long. Ça, nous sommes tous d'accord, le garde des Sceaux et chacun d'entre eux. Et on l'a effectivement entendu à plusieurs reprises. Mais ce délai de traitement, là où peut-être, alors on va nous dire qu'il y a un manque de moyens, un manque de personnel formé, oui, mais du coup, si on souhaite réformer et faire avancer les choses, peut-être essayer, alors, à l'égard de la protection de l'enfant, en priorité, très bien, mais peut-être réfléchir aussi à des solutions pour ne pas finalement se dire on ne concentre que sur l'intérêt de l'enfant, puisque c'est trop compliqué en termes de moyens de faire autrement. Sur les plaintes pour non-représentation d'enfants, on n'en aurait pas. On n'en aurait pas avec des délais rapides de traitement, et ça désencombrerait aussi les services enquêteurs. Nous sommes tous d'accord par rapport à ça, et le garde des Sceaux a estimé, a indiqué d'ailleurs devant nous
qu'il souhaitait pouvoir faire accentuer, réduire les délais, bien sûr, et multiplier les magistrats qui seraient sur ces affaires-là. Ça, on en est tous d'accord. Il n'y a aucune difficulté. Enfin, je veux dire, mais on est sur la même longueur d'onde. Sur l'objectif de la commission d'enquête, c'est de trouver des pistes d'amélioration concernant ce traitement judiciaire, et nous avons écouté, entendu, auditionné plusieurs acteurs. Mais concernant l'égalité parentale et les violences incestueuses, votre association donc milite pour une égalité réelle entre le père et la mère face à l'enfant. C'est bien cela. Ma première question serait: comment articulez-vous ce principe avec les situations dans lesquelles un enfant révèle les violences sexuelles commises par l'un des parents? Parce qu'en fait, la réalité pour nous, c'est surtout la parole de l'enfant, bien évidemment, et derrière comment, juridiquement, cette parole est traitée. Considérez-vous que le principe d'égalité parentale doit parfois céder face au principe de précaution et de protection de l'enfance? Donc ce sont des questions. Et plus concrètement, lorsqu'un enfant formule des accusations de violences sexuelles intrafamiliales, estimez-vous qu'il est préférable de maintenir le lien avec le parent mis en cause pendant l'enquête, ou de suspendre provisoirement ce lien tant que les faits ne sont pas clarifiés? Sur la seconde question, sur le maintien du lien, est-ce qu'on doit à tout prix conserver le lien entre l'enfant et le parent, ou suspendre? Alors, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Effectivement, on suspend, mais on suspend avec des outils qui permettent le maintien du lien par un autre biais, notamment les espaces rencontres. Sauf qu'on a une autre problématique, et tout est question de délai, selon moi, puisqu'on a également cette problématique dans les espaces rencontres, avec parfois des délais qui peuvent atteindre 12 mois. Donc, quand on est sur ce principe de précaution, on est bien d'accord qu'on reçoit des déclarations, alors de l'enfant ou du parent, ou des constats médicaux ou autres, et on se pose la question si c'est l'autre parent qui en est responsable ou pas. Donc, c'est peut-être lui, ce n'est peut-être pas lui. Donc, il faut maintenir le lien via cet espace rencontre. Sauf que quand le parent attend 12 mois pour que ce soit mis en place, le maintien du lien, il est illusoire. Le maintien du lien n'est pas effectif. J'ai reçu, en plus, pas plus tard que la semaine dernière, dans l'un des départements d'Île-de-France, on a des délais de 12 mois. Donc, on nous indiquait, vous êtes sur liste d'attente, il faut attendre. On a maintenant un espace rencontre qui est écrit aux parents, leur disant de toute façon, on ne vous recevra pas. C'est même pas il y a 12 mois assez. On ne vous recevra pas. Je vous invite à prendre contact avec le JAF pour qu'il trouve une autre solution. Donc, on en est là. Donc, en fait, ce maintien, il n'existe pas. On est d'accord pour suspendre et pour maintenir via d'autres solutions, mais il faut que ce soit effectif. Donc, ce qui pourrait être fait, puisque là, on nous renvoie à nous rapprocher du JAF pour trouver une autre solution. Peut-être que le parent lui-même, qui serait par exemple bénéficiaire de cet espace rencontre, si on lui dit qu'il y a 6 mois, 8 mois, 12 mois d'attente, peut-être qu'on pourrait permettre à cet autre parent de rechercher lui-même un autre espace rencontre avec peut-être des délais raccourcis, et de proposer cet espace rencontre au JAF en disant mais finalement, moi j'ai trouvé un espace qui peut me recevoir plus rapidement. Excusez-moi, maître, mais quelque chose me paraît paradoxal dans ce que vous dites, puisque la question c'est faut-il suspendre le lien? Vous répondez oui. Suspendre les droits de visite, voilà. La question c'était suspendre les liens. Vous répondez oui, et vous dites en maintenant des liens via un espace de rencontre. Alors, supprimer les hébergements au domicile du parent, voilà. Mais le maintien du lien, quand on est sur des procédures avec parfois des convocations après des plaintes, parce que c'est la réalité, j'ai des situations où on est à 24 mois du dépôt de plainte et le parent n'a toujours pas été convoqué. Donc, suspendre le lien pour 2 ans, 3 ans, c'est quand même risqué si au final on se rend compte qu'il n'y a pas de suite. On n'est pas à dire on remet l'enfant en hébergement. Donc vous dites suspendre l'hébergement, mais pas suspendre le lien. Est-ce que c'est bien ce que vous dites? Voilà, en espace rencontre, on est sur des visites d'1 heure ou 2. On est sur une structure avec des intervenants, des gens qui sont là. Et donc ça... Mais si l'enfant est véritablement victime d'inceste, que ce parent l'agresse, et encore une fois, je ne vais pas dire le père ou la mère, l'enfant est véritablement victime. Considérer
que c'est bon pour l'intérêt de l'enfant, pour sa santé psychologique, de maintenir ce lien, même en dehors du lieu d'hébergement de ce parent? Ça dépend sur quels éléments on a. Est-ce qu'on a simplement, si on est uniquement sur une plainte, parce que parfois on a uniquement ça, la procédure se déclenche avec la plainte d'un des parents, c'est-à-dire que on n'a pas d'audition d'enfant, on a le parent qui va nous dire par exemple l'enfant m'a dit que, mais on n'a pas d'audition d'enfant, on n'a pas de constat médical, on n'a rien, c'est-à-dire qu'il faut voir à quel moment on se situe. Est-ce qu'on considère qu'il faut suspendre tout lien dès lors qu'une plainte a été déposée ou non? Alors, une gradation dans les éléments. La temporalité est importante, voilà. Effectivement. Est-ce qu'à partir du moment où il y a plainte, il faut suspendre ce lien? Est-ce qu'à partir du moment où l'enfant est entendu en salle Mélanie et qu'il y a effectivement des constats médicaux, on suspend le lien? C'est sur ça que vous voulez qu'on apporte des précisions dans les réponses? Il me semble que oui, puisque si on a uniquement une plainte, et puis des fois, alors pas sur ce thème-là, mais on a des JAF qui nous disent uniquement sur une plainte, ça, c'est une plainte, il nous faut d'autres éléments. Donc en fait, c'est en fonction du stade où on est, où effectivement, il va falloir moduler en fonction de ce qui serait préconisé. Oui, ce que je voulais dire, c'est que nous, en tant qu'association, on a beaucoup de plaintes qui se passent à des moments précis. Je vous donne des exemples. Par exemple, une séparation qui est actée, avec une garde également actée. Ça se passe sans réel problème pendant des mois, voire des années. Et puis d'un coup, le papa rencontre une nouvelle compagne et la présente à son enfant. Et là, d'un coup, accusation d'inceste sur les enfants. Donc, on peut se poser quand même quelques questions. Alors, bien sûr, il faut rechercher, il faut auditionner les enfants, il faut voir les psychologues, il faut faire une enquête judiciaire, etc. Est-ce que vous avez le même cas où la mère rencontre donc un nouveau compagnon? Oui. C'est exactement la même chose. On peut faire un parallèle par rapport à ça, où des pères, à ce moment-là, dénonceraient des faits d'inceste, par exemple, de la part de ce nouveau compagnon? Nous, on a rarement des pères qui portent plainte pour inceste. C'est vraiment une exception. Et ça a été prouvé et on a les dossiers. Dès qu'on a un doute, de toute façon, on demande un dossier et puis collégialement, on en parle ensemble. Bon, on n'accepte pas chaque personne qui vient à l'association. Il y a des cas graves qu'on refuse systématiquement. Il y a des personnes où on a des doutes, donc on demande le dossier complet. Si on ne nous envoie pas le dossier complet, eh bien, il doit voir ailleurs. Ça, c'est très important pour nous de vous entendre sur ce point-là. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que dans les parents qui sont membres de votre association, il n'y en ait pas qui soient véritablement agresseurs et qui peuvent vous raconter, qui peuvent nier les faits en fait? Et comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un protocole pour détecter ces personnes qui en fait seraient réellement des agresseurs, pour ne pas saluer aussi votre association? Madame la Présidente, si vous me le permettez, je vous renvoie à notre exposé liminaire. Je vous rappelle que dans nos process, nous avons un temps d'écoute avant l'adhésion et que lorsque de besoin, nous n'hésitons pas à demander des éléments tangibles, savoir un certain nombre de jugements, d'expertise éventuellement, qui nous permettent d'avoir une meilleure approche de la personnalité qui nous contacte. Et s'il n'y a pas justement de jugement, s'il n'y a rien, en fait, comment pouvez-vous savoir que cette personne est honnête et vous dit la vérité? Comme tout être humain, lorsque nous avons des contacts avec une autre personne, nous avons ce qu'on appelle la faculté de discernement. Alors, on l'a plus ou moins, et personne n'est parfait, et personne ne peut dire ne jamais se tromper, je le crois. C'est très difficile de détecter quand quelqu'un ment. C'est très difficile, certainement, effectivement. Néanmoins, on a un certain nombre, si vous voulez, de questions qui nous permettent quand même, avec l'expérience, d'avoir cette pertinence. Nous avons
une personne humaine en face de nous, nous devons systématiquement refuser ne serait-ce que l'échange, dans le doute de s'adresser à quelqu'un qui serait moyennement fiable. La réponse est non. C'est pareil pour les mères alors, qu'on accuse Pardon ? de SAP. Mais c'est pareil peut-être alors en ce cas pour les mères qui sont accusées de SAP. C'est pareil pour tout le monde, Madame Voilà. la Présidente. C'est pareil pour tout le monde. Mais il ne Mm. s'agit pas, Monsieur le rapporteur, d'opposer hommes et femmes. Ce n'est pas du tout la problématique. Pas du tout. Justement, pour protéger nos enfants, globalement, il faut une approche équilibrée. Et cette approche équilibrée, je crois qu'on ne peut l'avoir qu'avec des éléments tangibles. Et les éléments tangibles, ce n'est pas uniquement le nombre de plaintes dans un commissariat, monsieur le rapporteur. Les plaintes, elles peuvent avoir différentes origines. Donc, les éléments tangibles, peut-être qu'on va évoluer vers cela. J'ai cru comprendre qu'il y avait des projets, vous, parlementaires, vous devez les connaître mieux que nous, pour des recensements statistiques au niveau des décisions de justice. Ça, ce sont des preuves tangibles. Aujourd'hui, vous ne les avez pas. Est-ce que vous avez des chiffres concernant les décisions de justice qui sont prises? Il y a des statistiques. Il y en a. Il y a des décisions de justice qui sont prises. Quelles sont ces statistiques? Qu'est-ce que vous avez comme statistiques sur les décisions de justice qui sont prises concernant l'inceste parental? Comme cela a été précisé par Madame la Présidente, je la citais tout à l'heure, en réalité, nous n'avons pas de chiffres absolument formels. Non, mais ils vont quand même tous dans un même sens, en fait. C'est bien ça qui est problématique, que la plupart du temps, il y a des conclusions et des classements sans suite, en fait. C'est quand même la grande majorité des cas. Donc même s'il n'y a pas de chiffres très exacts, la grande majorité de ce qui nous est remonté, c'est toujours dans ce sens-là. D'où la question de se dire quel serait l'intérêt pour des mères de mentir, de faire de fausses allégations, puisque dans la quasi-majorité des situations et des plaintes qu'elles portent, il y a un classement sans suite au bout, voire pire, un retrait de l'autorité parentale pour ces mères, etc., etc. Quel serait l'intérêt pour ces mères d'avoir de fausses allégations? Puisque justement, dans la grande majorité des cas, lorsqu'elles portent plainte pour ces situations-là, elles sont déboutées. Voilà. Oui, Madame la députée, merci de cette question. Elle est frappée du coin du bon sens. Il est bien évident que dans le schéma que vous décrivez, un enfant qui est violé par l'un de ses parents, il faut le protéger. On est bien d'accord. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, est-ce que, en tant qu'individu, on peut unilatéralement prendre une décision à la place d'un juge? C'est ça la vraie question. Ou d'un procureur. Il y a quand même en France un système judiciaire qui est riche. Donc, pour vous répondre très clairement, pour reprendre le timing de notre ministre de la Justice, que durant 3-4 semaines, l'enfant soit protégé au motif d'un soupçon, c'est une chose. 3-4 semaines. C'est le temps, lorsque les couples sont séparés, c'est le temps durant les vacances d'été, durant lesquelles l'enfant est tantôt chez son papa, tantôt chez sa maman. Donc, bon, on peut l'entendre, on peut le comprendre. Mais au-delà, oui, la rupture du lien, Madame la députée, la rupture du lien, c'est extrêmement violent pour un enfant. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Nous le soutenons et nous l'assumons. Donc même en cas d'inceste. Non. Très bien. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Madame la Présidente. Nous, on aimerait rappeler, juste pour commencer, que être incesté, être un enfant victime d'une agression sexuelle par un de ses parents, est en soi une abjection totale
totale, puisque effectivement, il y a plusieurs liens qui sont rompus, le lien de confiance avec le parent, le lien effectivement de confiance avec le reste du monde, aussi parce que justement, dans 94% des cas, les plaintes sont classées sans suite. Les plaintes sont classées sans suite dans 94% des cas. Ça ne veut pas dire qu'il y a 94% des cas qui sont des fausses accusations. Et il faut vraiment garder ça en tête. Aujourd'hui, 160 000 enfants sont violences d'agression sexuelle, ça veut dire 1 toutes les 3 minutes. Depuis le début de cette audition, on est déjà à plus de 20 enfants qui ont été agressés sexuellement. Il faut garder ça en tête. Et c'est l'objet de notre commission d'enquête, c'est comment nous pouvons mieux protéger les enfants. Et donc moi, je vous pose une question, puisque vous avez dit le vrai parent protecteur ne cherche pas à couper le lien avec l'autre parent. En réalité, le vrai parent protecteur a l'obligation de protéger son enfant, quel que soit l'agresseur. Aujourd'hui, vous seriez parent d'un enfant dont le professeur de musique est accusé par l'enfant de l'avoir agressé. Évidemment, vous n'allez pas lui imposer de continuer ses leçons jusqu'à la fin de l'année sous prétexte que vous aviez payé ses leçons ou parce que l'enfant aurait développé un lien particulier ou le professeur aurait développé un lien particulier avec l'enfant. En l'occurrence, il s'agit du second parent. Et moi, je vous pose la question en premier lieu, est-ce qu'un parent agresseur bénéficie toujours du statut de parent à vos yeux? Et donc, ce lien devrait être maintenu. Ensuite, vous avez dit 25% des adhérents, de vos adhérents sont accusés d'agression sexuelle. Et là, je m'inquiète parce que dans vos forums, dans le forum de votre association, sur votre site internet, vous avez tout un chapitre qui s'appelle « Erreurs à ne pas commettre ». Quels sont les conseils que vous donnez, que vous préconisez, que vous donnez aux parents qui sont dans cette situation et est-ce que vous vous assurez que lorsque vous donnez ces conseils, donc quels sont les conseils que vous donnez et est-ce que vous vous assurez que les conseils que vous donnez ne participent pas du harcèlement que peut mettre en place un agresseur vis-à-vis d'une ex-compagne et de ses enfants lorsqu'il est effectivement agresseur. Comment vous vous assurez de ne pas participer à un système de domination, parce que c'est ça l'inceste, c'est dominer l'autre et continuer à lui rendre la vie impossible même lorsque la parole est délivrée. Madame la députée, je vais vous répondre avec plaisir. Je voudrais quand même faire une petite observation préalable. Vous comparez un professeur de musique avec un parent. Personnellement, je trouve... Deux agresseurs, c'est une chose. Un professeur de musique avec un parent, c'est pas tout à fait pareil quand même, si vous me le permettez. Et je voudrais vous éclairer, je voudrais éclairer la commission très sérieusement sur la réalité de terrain. J'ai là un document que je vous remettrai, qui est un procès-verbal de constat d'huissier, d'une discussion qui a été enregistrée de manière licite entre une mère qui se séparait et son avocate, enregistrée par sa propre fille, et que le père a finalement retrouvé dans le téléphone de sa fille. Eh bien, dans cet entretien qui intervient au lendemain d'une séparation, l'avocate en question, alors que la mère, qui est en couple depuis de très nombreuses années, lui dit « je l'aime encore ». L'avocate en question lui dit « non, mais attendez, vous êtes la mère protectrice, il faut l'éliminer ». Vous m'entendez? C'est là, il faut l'éliminer en parlant du père. Ensuite, le mieux, ça serait qu'il vous frappe. C'est là, madame, c'est là, ici. Mais ça ne suffit pas, parce que l'adolescente qui accompagne sa mère dit « mais non, mais papa, il n'est pas violent ». Ah bon, ben dans ces cas-là, il va falloir dire au juge « il couche avec la petite ». Il y a une petite sœur. Ça, c'est de la réalité de terrain, madame la députée. Excusez-moi, mais est-ce que dans cette affaire-là, ça a abouti à un dépôt de plainte de la mère en question pour inceste sur le père? Oui, 24 mois plus tard. D'accord, 24 mois plus tard. Bon, sur votre site, quelles sont les préconisations que vous faites à l'attention de vos membres pour qu'ils ne commettent pas d'erreurs? Je vais y répondre et cela vous sera également communiqué.
Le guide des erreurs à ne pas commettre liste quelques erreurs majeures que nous avons identifiées par l'expérience. Première erreur, c'est la non-représentation d'enfants, justement. Parce que vous voyez, nous, on estime qu'on n'est pas au Far West ici, on est en France. Donc, on ne se substitue pas aux autorités judiciaires, aux autorités de police, aux autorités médicales. On est en France, on respecte la loi. Donc, nous, l'erreur à ne pas commettre, on ne dit pas à nos adhérents, même dans un cadre comme celui que vous décrivez, à supposer qu'on ait une mère qui est partie dans la piste que vous évoquiez, qui serait incestueuse, on ne dit pas à nos adhérents, pour commencer, « Ah non, mais vous ne présentez plus l'enfant ». On dit à nos adhérents, comme cela vous a été expliqué tout à l'heure, il y a la CRIP, il y a un certain nombre au niveau du milieu hospitalier, il y a des spécialistes. Et là, pour rebondir sur votre propos, Madame la députée, tout à l'heure, il y a quand même des aspects médicaux qui permettent quelquefois... bon, voilà. Donc sur ce point-là, quelles que soient les raisons invoquées par l'adhérent, quelles que soient les raisons, peur, soupçon, désaccord avec une décision de justice, JSP suggère toujours le respect de la décision du JAF en vigueur. Alors, je veux bien que vous nous le reprochiez au titre de tel ou tel... non, c'est pas ça. On vous demande simplement, Monsieur le Président, les préconisations que vous faites. Donc, on a entendu vous expliquer de ne pas procéder à une non-représentation d'enfants. Ensuite... Si l'enfant est en danger, il y a les consultations médicales de l'UAPED, une plainte fondée sur des éléments objectifs, il faut le faire très vite. Jamais la non-représentation unilatérale. Ensuite, deuxième point... Jamais de discrédit de l'autre parent, notamment en audience. Ça ne se fait pas, ça ne sert à rien. Il faut construire. Si l'autre parent est un malade, bien sûr qu'il faut en être conscient. Mais ça n'empêche pas de respecter, encore une fois, ce que des professionnels, ce que des hommes du droit, des juges, des policiers, peuvent avoir comme prérogative. Autre point dans les erreurs à ne pas commettre, l'utilisation des enfants comme messagers. Ça fait partie des erreurs à ne pas commettre que l'on indique à nos adhérents. Ne faites pas transiter par l'enfant des messages, des reproches ou des démarches destinées à l'autre parent, quelle qu'elle soit, qui n'ont pas leur place dans ce type d'attitude. Il ne faut pas dénigrer l'autre parent devant l'enfant. S'il y a matière, on se tient à ce que, encore une fois, les juges, les policiers, les médecins vont apporter. Mais ça n'est pas aux parents de dénigrer le parent. Allez, pour prendre quelque chose qui est très dans l'air du temps, c'est pas au parent 1 de dénigrer le parent 2. En aucune manière. Ça n'est pas non plus aux parents de questionner l'enfant de manière suggestive. On a dans des dossiers, j'en ai un parmi ceux que je vous ai cités tout à l'heure, dans lequel le parent accusateur a été enregistré en disant, et c'est produit en justice, en disant « Ah ben, je répète tout le temps la même question à mon enfant, et ça marche !» Ah oui, forcément. Donc, tout ça, c'est très important dans ce que vous essayez de regarder dans le traitement judiciaire ultérieur. Quelle erreur à ne pas commettre ? Pas publier d'éléments du dossier, d'un dossier contentieux parental, ou exposer l'enfant, quel que soit le type d'exposition, sur les réseaux sociaux. Ça, Madame la députée, ça fait partie des choses que l'on considère comme des erreurs au sein du JSP. Ensuite, toute décision qui peut être prise de manière unilatérale, qui est une violation de la décision qui a été rendue par le JAF, ne doit pas être mise en œuvre. Un changement de résidence sans autorisation, un déménagement sans information, la soustraction de l'enfant pour partir à l'étranger. Et j'ai vu dans un certain nombre
de cas qui ont été soulevés par cette commission qu'il y en a qui sont dans ce cas-là. Il y en a. Pour soustraire l'enfant à l'autre parent, départ à l'étranger, il y en a qui sont condamnés pour ces choses-là. J'ai notamment à l'esprit une décision de la justice américaine qui renvoie un enfant en France, considérant que, oui, il y a eu soustraction et que c'est absolument inacceptable. Donc ça, nous, on ne conseille pas à un parent, même s'il est dans une situation où il a des raisons de croire que, de procéder comme ça. On n'est pas au Far West, quoi. Voilà. Bon. Monsieur le Président, ça, ce sont des préconisations qu'on peut trouver donc sur votre site, oui, assez facilement. D'accord, très bien. Il faut être adhérent, voilà, d'où la question de nos collègues, puisque nous ne pouvions pas y avoir accès directement. Donc, moi, je voudrais vous revenir un peu sur l'ambiance que vous créez, ou des associations comme la vôtre peuvent créer. Puisque vous vous présentez comme des défenseurs et défenseuses de l'intérêt de l'enfant, de l'égalité parentale. Premièrement, vous avez parlé d'associations comme les nôtres et vous nous avez amené un groupe Facebook, je crois que vous avez cité Papa en colère, mais ça n'a rien à voir avec nous, ça, madame. Absolument rien à voir. On n'est pas du tout dans les mêmes idées. Nullement. Je pense qu'on pourra le dire quand vous nous aurez envoyé les conseils que vous donnez aux pères, et qui sont sur votre site, mais auxquels on n'a pas. Ils ont répondu à ces questions-là. Je vous en prie, Monsieur le Président. Alors, sur la deuxième question, je vais vous demander... C'est le principe de précaution qui a été engagé par le garde des Sceaux. Sur cette question, je ne pourrai pas vous répondre immédiatement parce que, comme je vous l'ai dit en préalable, notre association n'est pas uniquement l'expression d'un individu ou même de 2 ou 3 individus. Nous avons un conseil d'administration qui est relativement étoffé, qui se réunit régulièrement et qui prend des positionnements. Notamment, par exemple, nous avons, en prévision de cette réunion, évoqué la question, alors c'est juste un aparté très rapide, de l'imprescriptibilité qui était suggérée, et pour que notre association se positionne à ce sujet. Et notre positionnement rejoint les préconisations de la commission globalement. Voilà. Mais madame, je ne peux pas m'exprimer au nom d'un groupe sans effectivement prendre l'avis de tout un chacun. Et sur la troisième question qui était vos financeurs. Justement, c'est très intéressant. Effectivement, si on avait un salarié, si on avait des subventions, madame la députée, on vous répondrait dans les 2 jours. On ne les a pas. Voilà. Nos financeurs sont, ces dernières années, exclusivement les adhérents. Par le passé, il y a eu quelques collectivités qui ont fait des petits financements de type subvention à un petit peu d'équipement, un ordinateur par-ci, un ordinateur par-là, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est uniquement que nos adhérents qui nous financent. Et d'ailleurs, j'en profiterai aussi pour ajouter un petit mot qui nous distingue. Nous avons, comme le disait la vice-présidente tout à l'heure, nous avons aussi une dimension sociale dans notre approche qui fait que nous sommes ouverts à des adhérents de différentes catégories sociales avec et ça vous pouvez le trouver sur notre site si vous voulez nous rendre un peu grâce de temps en temps, ça pourrait être très agréable. Vous pourrez trouver que lorsque la personne est demandeur d'emploi ou en situation de difficulté, elle peut avoir un tarif d'adhésion plus avantageux, et ça va même beaucoup plus loin parce qu'on a une commission spéciale lorsqu'on est face, et on a été confronté à ça, à quelqu'un qui nous était recommandé par une personne des services sociaux et à qui on a fait une adhésion symbolique. Donc voilà. Merci madame, j'espère avoir répondu à peu près à vos interrogations. Merci monsieur le Président. Juste une petite question, est-ce que vous avez des adhérents en Outre-mer ? Une réponse vraiment très simple. Oui. Très brève. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Oui.
Ça va être des questions assez courtes. Donc le nom même de votre association résume un petit peu la vision certainement que vous portez de la parentalité et du couple en particulier. Et moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir, est-ce que vous avez des études qui montrent la gravité de la rupture du lien? Est-ce que vous avez des études scientifiques qui montrent que quand un enfant est séparé de son papa pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quel type de traumatisme il peut en ressortir? Ensuite, vous avez parlé de 15 appels par jour environ à votre association. Est-ce que vous pourriez nous préciser si ce sont plutôt des hommes, plutôt des femmes, ou si c'est un peu indifférent, donc s'il y a un chiffre un peu particulier? Vous avez parlé aussi, bien entendu, de la conflictualité, donc c'est une autre question qui revient très souvent. Donc moi, je rappellerai simplement que on sait, et ça a été démontré plusieurs fois, et au cours des auditions, vous l'avez certainement entendu, que les agresseurs, en général, ont des stratégies qui les amènent à créer de la conflictualité, justement pour masquer, parce qu'eux savent qu'ils violent depuis des années, et le parent à côté ne le sait pas. Et donc, ils vont développer une stratégie de conflictualité de façon à pouvoir, quand ils sentent que l'enfant va éventuellement parler, pour pouvoir masquer justement cette révélation par le conflit. Donc ça, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous en faites dans vos appréciations? Et j'avais, dans les conseils que vous donnez à vos adhérents, vous dites ne pas utiliser des enfants comme messagers. Et j'aimerais bien savoir à partir de quand vous considérez qu'un enfant est un messager. Merci. Merci beaucoup. Ça fait 4 questions. Vous les avez bien toutes retenues. La première, c'est est-ce que vous avez des études sur les traumas qui seraient causés aux enfants séparés de leurs parents, de l'un de leurs parents? Nous avons des pères qui déplorent un absentéisme à l'école très, très important. Des enfants qui font des tentatives de suicide, ça n'est pas rare. Des enfants, mais pas seulement. Quand ils sont en plein conflit de loyauté, un enfant à qui on dit, par exemple, je ne vous dis pas que ça n'existe pas, hein, ça, il faudrait bien être clair là-dessus. L'inceste, on le condamne. Mais quand on dit à un enfant, on l'achète, par exemple, hein, parce que ça nous est arrivé, hein, qu'on l'achète, que ce soit, qu'on conditionne l'enfant à dire des choses sur le parent. Ça arrive, puisque après, dans les résultats d'audience, on voit bien après qu'un enfant a été manipulé. Ça arrive. Hein. Je ne vous dis pas que c'est une priorité. Oui, mais la rupture du lien, oui, eh bien, il y a des enfants qui le vivent très mal et qui ont un comportement à l'école, qui ont des notes qui baissent, un absentéisme, qui font des tentatives de suicide. On voit... Merci Madame la Présidente, excusez-moi. Non, simplement, je voudrais recentrer ma question. En fait, ma question, elle est vraiment très précise. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des études qui prouvent qu'il y a un lien entre le trauma d'un enfant et son comportement à l'école, etc., et la rupture parentale? Tous les comportements que vous me décrivez, c'est des comportements qui sont tout à fait symptomatiques des enfants incestés. Donc, de toute façon, on ne va pas se retrouver là-dessus. Moi, je vous parle vraiment d'études scientifiques qui montreraient que la rupture du lien avec un des deux parents provoque des traumatismes importants chez un enfant. Merci, chers collègues. Oui, alors, pour vous répondre, nous n'avons pas de moyens pour faire des études nous-mêmes, vous l'avez bien compris. Bon, donc, je vous renverrai juste à la dernière demande d'une personne qui est mondialement reconnue, qui s'appelle Marie-France Irigoyen. Ça peut être intéressant. Justement, il y a une demande qui a été faite par cette personne relativement à la rupture de lien. Elle a développé une étude à ce sujet-là, et je crois que ça a été remonté au niveau des Nations Unies, si je ne me trompe pas. Donc, une difficulté quand même à avoir des chiffres, comme nous, d'avoir des chiffres consolidés. Donc, bon, très bien. Il y avait une question sur qui vous appelle le plus souvent? Est-ce que ce sont les pères? Est-ce que ce sont les mères? Une question sur la stratégie pour masquer les choses et donc générer des conflits.
Est-ce que vous pouvez répondre brièvement à ces 2 autres questions? Sur les personnes qui nous appellent, ça peut varier d'une période à une autre, mais on a effectivement majoritairement des hommes, ça c'est un fait, mais on a, à un moment, personnellement, j'avais estimé autour de 20% de femmes qui nous appelaient. Voilà. Mais ça n'est pas, là, il faut avoir l'humilité de dire on n'a pas de statistiques précises là-dessus, bien évidemment. Monsieur, vous avez parlé, on voit que vous tournez autour du pot. 94% des viols sont classés sans suite et seulement 1% des crimes sexuels sur enfants font l'objet d'une condamnation. Quel est l'intérêt pour un enfant ou pour une mère d'aller perdre son temps à la police, d'aller perdre son temps devant la justice, d'aller dépenser tout l'argent qu'elle n'a pas, souvent, avec un avocat, de perdre tout ce temps-là si c'est pour mentir et pas partir du principe que le pauvre papa est victime du mensonge de l'affreuse mère qui manipule ses enfants. Et j'en viens à... Je vous disais que vous étiez une association masculiniste, j'en viens à votre site. Alors moi, je me suis dit, tiens, je vais payer 40 € pour adhérer et voir inventer une histoire et voir ce que ces personnes répondent en inventant une situation pour voir ce que vous conseillez. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps, mais je le ferai à un moment ou à un autre. Pour conclure, en réalité, je n'ai vraiment aucune question à vous poser parce que je trouve qu'en 2026, vous devriez avoir honte de tenir de tels propos. Et je crois que le droit des pères dans notre bloc de constitutionnalité n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est les droits humains, les droits des femmes et l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous nous traitez d'association masculiniste. Comment expliquez-vous le fait que nous soyons des femmes au sein de l'association? Qu'est-ce qu'on aura à faire là? Si ce n'est pour défendre le... Alors, je ne pense pas du tout en être. Ça fait 8 ans et demi que je suis bénévole à Jamais sans papa, que j'aurais autre chose à faire de ma retraite que d'aider pour que le lien perdure. Alors bien sûr, en toute sécurité, on est bien d'accord, on revient là-dessus, l'inceste, on le condamne. Ça, c'est certain, on le condamne. Mais on est là pour aider, on a des pères qui veulent assumer leur fonction de papa, qui veulent être présents, qui ont été présents parce qu'ils ont fait, il y en a qui ont pris des congés parentaux. Maintenant, on n'est pas, il y a 50 ans, le père n'est pas uniquement là pour l'alimentaire, il est là aussi pour donner de l'amour, pour donner du temps. Les femmes ont droit à une carrière. Donc, le père est très investi. Alors, pourquoi, après une séparation, faudrait-il qu'on enlève le père? Pourquoi? Nous ne sommes pas masculinistes. Non, ça, je refuse de l'entendre. Ce n'est pas vrai. Oui, alors le site, je vais vous expliquer. Il a été fait il y a quelques années. On a pris la présidence, Monsieur Gaudin a pris la présidence il y a un peu plus de 2 ans environ, et nous n'avons pas eu le temps, faute de moyens, parce que nous ne sommes que des bénévoles. Si vous saviez le nombre d'heures qu'on passe à l'association pour essayer d'aider les pères, de les soutenir aussi certains, parce que certains, quand la maman part avec les enfants et que l'homme s'est construit là-dessus, sur le familial, je vous laisse imaginer quand il arrive qu'il rentre la maison vide et qu'on l'accuse pas seulement d'inceste, on peut l'accuser de violence, etc. Mais il faut déjà qu'il fasse le deuil du couple et puis le manque d'enfants. Et tout le monde n'est pas aidé. Il y a des pères qui sont partis pour suivre la maman à des milliers de kilomètres, à des centaines au moins. Là, il y a des papas qui quittent leur travail, qui quittent leur maison, leurs amis, pour rejoindre la maman qui est partie à 800 kilomètres. Donc, est-ce que vous pensez que c'est du masculinisme, ça, de s'accrocher aux enfants? Monsieur le Président, vous souhaitiez répondre à... Oui, Madame la députée, je ne crois pas que nous soyons là, ni les uns ni les autres, pour recevoir des insultes. Et ce propos est insultant. Ce propos est insultant. En rien et nulle part, nous ne sommes à pouvoir comparer à des mouvances masculinistes. Absolument pas. D'autant plus
d'autant plus, évidemment, maintenant, Madame la députée s'en va, c'est plus facile de dire les choses et ensuite... Non, Madame la députée Catala devait partir voter, donc c'est pour ça que je lui ai passé la parole et qu'elle s'en va. Mais je ne peux pas accepter d'entendre... Je vous remercie, Madame. Je ne peux pas accepter d'entendre des propos qui sont des propos qui dénotent bien là, d'un véritable militantisme et non pas d'une volonté de faire un État, de faire avancer les choses et de construire. C'est pas quelque chose qui est acceptable pour nous d'entendre ça. Et vous savez que un certain nombre de vos confrères s'émeuvent de l'ambiance à l'Assemblée nationale. Là, pardonnez-moi, mais pour moi, c'est pas digne de notre République. Bon. Je vais vous reprendre juste un mot qui a été dit. 94% des viols ne sont pas suivis de condamnation, a dit Madame Catala. Non, mais de quoi parle-t-on? 94% des plaintes. Mais elle a parlé des viols. Excusez-moi, c'est inacceptable d'entendre ça. Ça veut dire que les magistrats sont des bons à rien. Alors, qu'ils entendent bien, hein, ils sont des bons à rien, ils sont incapables de porter un jugement correct. C'est pas acceptable. Quant à adhérer pour 40 €, je ne savais pas qu'en tant que député, il fallait que Mme Catala soit considérée comme demandeur d'emploi. Donc, nos propos tout à l'heure ont absolument été inaudibles. Ça s'appelle du parti pris, messieurs, dames. Je suis désolé. Bon, écoutez, c'est l'intervention de la députée Catala qui assume parfaitement ses propos, je pense. Elle prend la responsabilité de ses propos, bien évidemment. J'aimerais savoir, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises, vous savez que lorsqu'il y a une situation de non-représentation d'enfants, les parents qui sont dans cette situation de non-représentation d'enfants peuvent être condamnés à verser des sommes sous astreinte. D'accord. Et j'ai croisé une mère en particulier qui me disait que ce montant était arrivé la concernant à 800 000 €, hein, qu'elle avait réussi à en payer 200 000. Enfin, ça fait des sommes vraiment faramineuses. J'aimerais savoir si vous avez des informations concernant les parents qui perçoivent ces sommes, du coup, ce qu'elles font de ces sommes d'argent. Alors, je vais juste vous répondre sur un cas que j'ai à l'esprit, où il y a eu effectivement prononciation d'une astreinte, et ça n'a pas véritablement freiné le dérapage, on va dire, les non-représentations d'enfants successives, et à l'issue, le tribunal a tranché, et a tranché largement à la baisse par rapport à ce qui avait été initialement jugé condamnable. Donc, vous voulez dire que le montant qui était dû par, c'était peut-être une mère en l'occurrence, a été revu à la baisse. D'accord. Moi, je vous demandais donc, une fois qu'il y a la condamnation, il y a une somme à verser, ce que font les parents qui perçoivent ces sommes-là de cet argent. Alors, je vous répondrai que nous n'avons pas une expérience dans ce domaine-là parce qu'en fait, les mesures d'astreinte sont très, 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 très rares. D'accord, c'est très rare. J'attendais une réponse comme on conseille aux parents qui perçoivent cet argent de placer cet argent, par exemple, à la caisse des dépôts et consignations pour que cet argent soit reversé à la majorité de l'enfant, à cet enfant, par exemple. Personnellement, je n'ai jamais eu le cas, donc on ne risquait pas de conseiller. Mais bien sûr, ça doit revenir à l'enfant, mais à condition que l'enfant, que ce soit bloqué, qu'aucun des parents n'en profite. Très bien. Monsieur le Président. Juste, votre réflexion me fait penser à une réflexion très, très répandue, qui est de dire, mais plutôt que de dépenser des frais d'avocat, ça serait mieux qu'on mette l'argent de côté pour que notre enfant fasse des études et puisse rentrer dans la vie dans bien évidemment, mais quand tout se passe bien. Non mais voilà, non mais c'est pour dire que votre souhait, il est de facto certainement le premier réflexe.
Le premier réflexe, tous les adhérents avec qui on parle des notions financières liées à leur situation ont ce type de discours, de dire ça serait quand même beaucoup plus constructif et beaucoup plus utile pour notre enfant de mettre de l'argent de côté plutôt que de se déchirer. Donc j'ai bien compris effectivement que vous militez pour des parents et plus particulièrement des pères, parce que l'association s'appelle Jamais sans papa. C'est-à-dire que des pères qui en réalité viennent vous voir, parce que c'est eux qui viennent vous voir, et qui estiment dans une démarche judiciaire que sa parole n'est pas entendue, n'est pas écoutée, ou en tout cas n'est pas satisfait du traitement judiciaire. Alors peut-être vous allez me préciser exactement, mais en tout cas, la démarche de ce papa, en tout cas, c'est pour que sa parole soit entendue, d'une manière ou d'une autre. Et moi, ma question, c'est vraiment de poser la question, dans l'association, quelle importance que vous donnez à la parole de l'enfant, ou en tout cas, lorsque vous avez un parent qui vient vous voir, est-ce que dans toutes les situations, dans tous les adhérents, vous n'avez, enfin pour moi évidemment, aucun enfant qui met en cause une violence incestueuse, si je comprends bien. Il n'y en a aucune, je veux dire, parce qu'en fait, parce que la question fondamentale, c'est que l'enfant fait un signalement à ses parents, à son père ou à sa mère, qu'il est agressé sexuellement, et après, bon, évidemment, il y a toute une procédure qui peut être enclenchée. Voilà. Bon, mais si je comprends bien, dans votre association, il n'y a aucun enfant qui parmi les parents qui viennent vous voir, il n'y a aucun enfant qui estime être agressé. Et je repose la question, c'est que, est-ce que vous êtes favorable à l'instauration effectivement de ce principe de précaution, notamment le ministre le gardien des Sceaux en parlait. Oui, surtout. Et c'est ça, véritablement, c'est-à-dire, pour moi, quelle est l'importance que vous donnez à la parole d'un enfant qui déclare être victime de l'inceste parental? Ou est-ce que vous n'en avez pas du tout dans votre association? Est-ce que vous avez des parents qui sont concernés par des révélations de leur enfant sur l'autre parent? Oui, c'est arrivé. Je pense à 2 pères en particulier. Et ça s'est retourné. Alors, pour certains pères, ça se retourne contre eux. Parce qu'on ne les croit pas, on ne les a pas crus là, parce qu'on pensait qu'ils voulaient la garde exclusive, mais on a un autre papa qui malheureusement n'avait pas de preuves et qui n'avait que ce qu'il avait entendu. Donc ces papas se sont retrouvés dans la même situation que ces mères nombreuses qu'on ne croit pas. Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie, c'est le début. Et puis alors, quand vous avez dit, monsieur le rapporteur, jamais sans papa, c'est aussi jamais sans parents. Et nous avons quelques mères qui viennent nous rejoindre, qui subissent une emprise du papa. C'est arrivé, c'est rare, c'est très rare parce que c'est comme ça. Mais on a quelques femmes. Alors ce n'est pas jamais sans papa, c'est jamais sans parents. Juste une question. Donc l'appellation, et pour qu'on soit bien clair, l'appellation jamais sans papa n'existe plus maintenant, c'est jamais sans parents. Remettez votre micro. Oui, c'est jamais sans papa, jamais sans parents. C'est ce que nous avons fait depuis 2 ans à peu près, peut-être un peu moins d'ailleurs, un peu moins oui, parce qu'on voulait que ce soit ouvert à tout le monde et qu'on pense qu'un enfant a besoin aussi bien d'un papa et une maman, on entend bien, en toute sécurité. Mais que pour grandir, c'est difficile pour un enfant de n'avoir qu'un seul des parents, un seul père, que le père ou que la mère. Il faut les 2 parents. Voilà nous ce que l'on pense. Mais des parents sécures. Et par rapport à un certain nombre de choses que l'on a évoquées ce soir, nous avons un certain nombre de propositions. Donc on n'a pas eu le temps de les développer, ce que je déplore.
mais notamment la nécessité de référentiel national concernant non seulement la parole de l'enfant, mais les ruptures de liens éventuelles, etc. Et ce qui a été cité, mais que je ne vais pas reprononcer comme mot, référence Marie-France Irigoyen à nouveau. Donc, un référentiel national, ça permettrait d'avoir une écoute qui soit harmonisée partout dans notre pays. Ça serait... Concernant la parole de l'enfant, au moment du recueil de sa parole. Concernant la parole de l'enfant et concernant... Pensez au protocole Nietzsche. Notamment. Et concernant tout ce qui touche aux liens parentaux, hein, c'est important de mesurer s'il y a des notions d'emprise ou pas, etc. Voilà. Donc c'est quelque chose qui doit pouvoir se mettre en place. Mais au-delà de tout ça, et là où on va totalement se rejoindre, je le crois, si on pouvait permettre, le garde des Sceaux, je crois, l'a proposé, qu'il y ait une meilleure articulation pénale-civile, ça serait bénéfique en termes de timing. Pourquoi pas dans les formulaires de saisine JAF une case danger immédiat. Le garde des Sceaux propose aussi un juge unique, puisque la France fait figure d'exception justement concernant ces doubles magistrats, juge des enfants et juge aux affaires familiales. Ça pourrait régler cette question, effectivement. Oui, alors un juge unique, c'est une chose, mais le juge unique, c'est pas ce qui nous donne le délai. Si vous partez sur l'idée qu'il y a un processus spécifique, et ça, je pense qu'on est tous d'accord, pour justement mettre à l'abri les enfants victimes de violences. Et alors, je ne vous ai pas parlé d'une case inceste, hein. Je vous parle de case danger immédiat. Je pense notamment à la petite Amandine là, qui est décédée sous la maltraitance d'un de ses parents il y a quelques mois. Qu'est-ce que vous pensez de l'ordonnance de sûreté ou de protection? Alors, je ne m'exprimerai vous n'en avez pas parlé encore avec vos... là-dessus. Ça ne fait pas partie de vos recommandations. Le principe ne nous est pas suffisamment connu pour que je puisse me prononcer au nom du groupe. Je vois que Maître, vous voulez intervenir et après vraiment il faut par correction pour la défenseur des droits que nous arrêtions. Allez-y, je vous ai redonné le micro. Oui, sur l'ordonnance de sûreté, simplement il me semble qu'elle n'est pas soumise à un dépôt de plainte préalable. Qui permettrait quand même d'avoir des éléments, parce que là, si on saisit le JAF avec une ordonnance de sûreté qui, en plus, viserait directement l'enfant, puisque l'ordonnance de protection, ça peut viser le parent et ou les enfants qui seraient victimes ou témoins. Elle n'est pas définie encore, hein. En tout cas, rien n'est adopté à date. Voilà, il faudrait effectivement, avec certains critères, parce que de ce que j'étais allée voir sur les projets, voilà, il n'y avait pas nécessairement l'obligation d'une plainte préalable. C'est compliqué pour un magistrat, voilà, d'ordonner et de mettre en protection s'il n'y a pas forcément... Oui, mais voilà, mais effectivement... Mais il faut quand même un élément. Prendre une décision et une protection, que ce soit l'ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences ou l'ordonnance de sûreté, dans ce cas-là pour les enfants, voilà, il faut quand même, oui, mais du coup, de ce qui était prévu, il n'y avait pas forcément la nécessité d'un dépôt de plainte préalable. Bon, ça n'est pas acté pour le moment. Après, on entend bien, de toute façon, vous êtes face à la représentation nationale où on entend bien évidemment vos propos. Je rappelle que tous ces éléments, toutes ces auditions seront compilées pour pouvoir aboutir à un rapport et les préconisations en seront tirées par la suite. Je suis obligée de mettre un terme à notre audition. Nous avons déjà largement débordé et je suis vraiment confuse par rapport à la défenseur des droits. S'il vous reste des préconisations que vous n'avez pas pu développer, Monsieur le Président, je vous invite à nous les transmettre par écrit. Je rappelle la date limite, c'est le 21 mai. Oui. Justement, en amont, préconisations, recommandations, si vous me le permettez. Nous avons eu écho d'un certain nombre de personnes qui auraient souhaité être entendues par cette commission, parmi lesquelles nous avons d'ailleurs un adhérent, notamment. Je
crois qu'il serait bon que vous entendiez des gens qui aient des discours, alors je ne me prononce pas sur la qualité, mais des discours qui soient différents, qui seraient encore différents d'une autre, et qui seraient peut-être plus difficiles à entendre pour vous, mais qui, à notre sens, prend tout son sens dans la pluralité dont vous devez vous enrichir. Ce que nous avons fait cet après-midi avec vous, et nous vous en remercions. Nous allons donc faire une petite pause, le temps d'accueillir Madame la défenseure des droits. Merci beaucoup à vous pour cette audition.